Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui nous parlons d'Homo Deus. Mais qui est Homo Deus? Alors selon M. Harari, mais pas seulement parce que des bouquins sur le transhumanisme vous en trouverez à gogo. C'est quoi le transhumanisme? Eh bien c'est une augmentation significative des capacités physiques et intellectuelles de l'homme par la technologie. Pardon? Oui, un homme greffé avec un sextoy. Capacité augmentée. Ça dépend de la taille du sextoy. Bon, plus sérieusement. Le transhumanisme vise à la diminution ou à la suppression de la maladie et des souffrances. Il vise également une augmentation significative de la durée de vie, voire à l'immortalité. Vous connaissez Calico? Non? Alphabet alors? Non plus? Google? Bon, je reprends. Alphabet, c'est le nouveau nom de la maison mère de Google. Et Calico, c'est le nom de sa filiale dont la vocation est justement de supprimer la mort. Rien que ça. Oui, je sais, oh les mythos, supprimer la mort. Alors y a-t-il des limites techniques et des limites éthiques? Alors tout d'abord, technique. Comme souvent, ça prendra plus de temps que prévu, et notamment sur les connaissances du cerveau. Sur le reste des autres organes, on est déjà pas mal. Mais sur le cerveau, c'est compliqué. Alors l'intelligence artificielle, contrairement aux idées reçues, n'a fait assez peu de progrès depuis les années 70. Si, je peux vous dire, croyez-moi, en 1991, j'avais un ami Eric qui était un génie de l'informatique et qui était déjà à fond branché sur les systèmes neuronaux. Ça n'a pas trop bougé jusqu'aux années 2010, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de budget, on avait coupé les budgets. Alors maintenant c'est bien reparti, ça c'est sûr. D'ailleurs vous pourriez lire, je vous y invite, notre français de Facebook, Yann Lecune, qui a écrit Quand la machine apprend, un sympathique bouquin, un peu ardu mais passionnant. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune limite technique identifiée. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'immortalité au sens Homo Deus, elle est de l'ordre du possible techniquement. Alors après, il reste l'éthique. Déjà, la Chine et les régimes autoritaires, ils sont à donf, hein. Alors eux, ils sont ok, ils sont déjà à fond dedans. Hein. Les États-Unis, ils sont en train aussi de céder aux GAFA, et ils y vont. Alors il reste l'Europe, qui est encore la seule poche de résistance. Mais pour combien de temps? Moi j'envisage deux scénarios pour notre avenir. Le premier, c'est le scénario de l'homme moderne et de la gouvernance par les États. Celui des 10 000 dernières années. En effet, à de rares exceptions près, bien sûr, trop nombreuses, il y a eu assez peu de génocides. Dans l'histoire récente, alors bien sûr, il y a la guerre de religion, il y a les Indiens, il y a les Arméniens, il y a la Shoah, il y a le Rwanda, tout ça c'est beaucoup trop. Ok. Mais dans l'immense majorité, les peuples se sont mutuellement apportés du progrès. Et donc, dans cette vision transhumaniste de notre avenir, on peut s'attendre évidemment à une augmentation de la durée de vie, à un accès plus aisé au bonheur, car nous pourrons trafiquer nos hormones, à une baisse de la souffrance, y compris du stress. Mais nous risquons d'être confrontés à un problème majeur, celui du taux de fécondité. Et là, il nous faudra aborder une baisse drastique du taux de fécondité. Ça sera une nécessité de survie pour l'humanité. Oups! Là, je n'ai plus que des amis et des amis. Je suis désolé, mais c'est la triste réalité. La preuve? Une étude récente sur l'empreinte carbone montre qu'un enfant en moins a 100 fois plus d'impact que d'acheter une voiture hybride. J'en profite d'ailleurs pour dire que acheter un SUV hybride en ville, c'est un petit peu comme acheter en solde sa bonne conscience auprès du diable. Alors mon deuxième scénario, c'est celui de Néandertal. Dans ce scénario, on retrouve Homo Deus et les Big Brother et les Big Mother. C'est-à-dire en fait les États, ou une partie des États, perdent le pouvoir. Au profit des GAFA, de demain, bien sûr, qui auront sûrement d'ailleurs changé de nom d'ici là.
C'est le scénario de M. Harari dans Homo Deus. Mais, bien plus loin encore, c'était déjà celui en 1931 d'Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Je vous invite d'ailleurs à lire ces deux bouquins, c'est idéal pour bien comprendre ce concept d'Homo Deus. Et vous pourrez définitivement comprendre que ce n'est plus de la science-fiction. Dans ce scénario, Homo Deus devient tout simplement une caste mondiale transétatique. Alors, elle ratisse assez large, bien sûr, il y a les élites, mais au-delà des élites, on va y retrouver les cadres supérieurs, des ingénieurs, des médecins, etc. Ces personnes-là ont un accès privilégié aux soins et aux innovations de Calicot et de ses descendants. Alors, le pire des destins qui est réservé à Sapiens dans ce scénario, c'est celui de devenir inutile. Devenir inutile, pour de nombreux philosophes, c'est quasiment l'une des pires choses qui puissent arriver à l'homme. Alors pour en arriver là, moi je vois deux options pour cette fameuse disparition en douceur, sans génocide de Sapiens. La première, c'est tout simplement la différence de natalité. C'est le scénario Néandertal. Alors, différence de natalité naturelle ou peut-être assistée, qui sait. Vous n'échangeriez pas votre santé, votre sécurité et un petit peu de bonheur contre votre fertilité? La deuxième façon de disparaître en douceur pour Sapiens, ça peut être aussi une pandémie. Pandémie contre laquelle lui n'est pas immunisé, alors qu'Homo Deus le serait. Bien évidemment, cette pandémie peut être tout à fait le fruit du hasard, ou pas. Alors, il ne faut pas s'y tromper. Ces scénarios sont des scénarios du 21e siècle, voire plutôt du 22e siècle. Donc il n'y a pas de confrontation directe avec les échéances politiques à court terme. Mais ils ont quand même une probabilité forte, ces scénarios-là, ou un mixte des deux. Et donc je pense que les convictions politiques font que l'on doit faire un choix de scénario. Et je pense que lorsque l'on a des responsabilités politiques, on doit favoriser l'émergence d'un scénario ou d'un autre. Et donc nos choix d'aujourd'hui en matière d'Europe, en matière de GAFA, en matière d'éthique, sont très importants. Personnellement, je suis pour le scénario numéro 1. Moi, je suis pour une reprise en main du pouvoir par l'État sur les GAFA et sur leurs successeurs. Car l'État peut redevenir la voix du peuple. Alors, ce n'est pas forcément le cas avec l'oligocratie actuelle, mais ça peut le redevenir. Alors qu'avec les GAFA, ou leurs descendants, il n'y a aucune chance. Alors, faut-il abandonner sa liberté aux GAFA ? Pourquoi pas, si l'on est sûr de vivre chez Homo Deus. Mais si jamais vous vous trouvez du côté de Sapiens, là ça craint. Alors c'est vrai que moi, mes enfants, après tout, je me dis, ils ont plutôt des bonnes chances de vivre chez Homo Deus. Mais c'est pas suffisant. Moi, j'aime profondément Sapiens. Alors, j'aimerais bien que Sapiens continue d'exister et de vivre décemment. Je passe du coq à l'âne. Nicolas Hulot, il a rendu célèbre la fin de mois versus la fin du monde. Alors le réchauffement climatique, c'est vrai que c'est un vrai sujet de fin du monde. J'en parle assez peu, ça ne veut pas dire que je ne m'y intéresse pas, c'est juste que d'abord il y a suffisamment de buzz autour de ça et qu'il y a des gens qui savent en parler beaucoup mieux que moi. Mais la fin de Sapiens est un risque encore bien plus énorme que celui du réchauffement climatique. Et sa probabilité, pour moi, elle est au moins aussi avérée. Alors maintenant, c'est vous qui voyez. Et en attendant, à la santé d'Homo sapiens.